Plaisant pour moi de parler d'innovation parce que je viens d'un secteur où vraiment rien ne me prédestinait à parler d'une pareille chose, puisque dans le secteur de l'énergie, alors j'avais quelques images à vous montrer. Voilà, donc dans le secteur de l'énergie, en gros, traditionnel, hein, puisqu'on l'a répété 2 fois aujourd'hui, il se passait à peu près un truc tous les 30 ans. Donc dans les années 30, on inventait les bouteilles de gaz. Bon, vous direz, c'est l'emballage le plus durable jamais inventé, c'est toujours le même depuis. Dans les années 60, alors normalement vous allez avoir l'image à un moment ou à un autre, dans les années 60, on avait besoin de plus d'énergie, donc c'était les citernes de gaz. Et puis, ça y est, je crois que là, l'image arrive. Et donc, voilà. Donc là, on avait la citerne aérienne, donc on faisait un peu d'études clients, ils nous disaient mais c'est moche. Donc là, on passait, dans les années 80, le pas de temps s'accélérait aux citernes enterrées. Et ma foi, c'était une innovation produit, bien sûr. Et dans les années 2000, évidemment, on nous disait, mais attendez, on n'a pas envie d'acheter tout ce gaz, vous nous le livrez, on doit le payer. Et donc là, on mettait des compteurs, ce qui permettait évidemment de payer le gaz que l'on consommait, et c'est tout. Et puis, on arrive dans notre secteur, et c'était d'ailleurs un secteur où on ne pensait qu'en termes de sécurité, de diversité des approvisionnements. Et moi, lorsque je démarrais ma carrière dans le pétrole, j'ai commencé par construire un terminal d'importation de produits pétroliers dans le port de Barcelone. Et puis, 6 ans plus tard, je faisais la même chose avec un terminal d'importation de gaz, puisque dans ce secteur-là, les infrastructures faisaient tout. Finalement, le client arrivait vraiment en fin de chaîne. Et ce monde-là, pendant la décennie 2000-2010, se transforme complètement. Alors, comme on m'a beaucoup interrogé sur cette transformation, puisque vous avez compris à ce stade que j'étais en phase de rédemption après avoir passé 20 ans dans ce secteur, on me disait, mais comment ça s'est transformé? Eh bien, en fait, il y a 4 grandes forces. Alors, on pourrait... Le premier, c'est l'effet post-Al Gore. Je suppose qu'ici, tout le monde a en mémoire le fameux film Une vérité qui dérange, en 2005. Il y a un avant et un après, parce qu'il y a à ce moment-là une prise de conscience brutale au niveau global de ce changement climatique. Ensuite, on a évidemment la réglementation post-Kyoto et aujourd'hui, évidemment, post-accord de Paris, avec des réglementations assez strictes qui nous concernent plus spécialement dans le monde de l'énergie. L'impact, évidemment, du développement durable et de la RSE qui transforme l'ADN des entreprises, et puis la crise économico-financière de 2008 qui en soi n'est pas un sujet, mais qui acte la division du monde en deux, les économies qui se développent et puis nous, où finalement on se retrouve à inventer des économies de rénovation, d'amélioration, d'optimisation. Et finalement, c'est sous l'effet de ces 4 forces qu'émerge le nouveau monde de l'énergie. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelait « Comprends le nouveau monde de l'énergie ». Ça m'a aidé à faire ces schémas. Avec 4 dimensions, les acteurs traditionnels se retrouvent bien sûr à jouer de nouveaux rôles et de nouvelles missions. Donc nous, on s'est retrouvés sous l'impact de la loi à mon époque d'énergéticien, c'est toujours le cas aujourd'hui, où on nous disait, voilà, vous devez aider vos clients à consommer moins. Donc ça a fait quelques tempêtes sous plusieurs crânes parce que c'est assez contre-intuitif. Là, on comprend ce que veut dire un nouveau rôle ou une nouvelle mission. Et évidemment, il y a un effet domino puisque, évidemment, les consommateurs, nous convertissons tous en gisement potentiel d'économie d'énergie, par exemple, etc. La deuxième dimension, c'est que on ne peut plus parler d'énergie sans parler d'efficacité énergétique, donc de mise en œuvre de cette énergie et d'environnement. Donc c'est un environnement beaucoup plus complet. La troisième dimension, c'est qu'évidemment, le digital joue un rôle important. Moi, chez Primagaz, j'avais 180 000 clients. Je savais quoi des données de supply chain. Donc, quel camion envoyé, quel était l'état de la route, la taille de la citerne, avec un peu de chance, des données de sécurité, à savoir si un chien pouvait mordre le chauffeur. Aujourd'hui, évidemment, parler d'efficacité énergétique ou d'autres types d'énergie demande d'avoir beaucoup plus de données que l'on peut enregistrer. Et enfin, on se retrouve, nous, consommateurs ou anciens usagers, devenir des consommateurs et finalement avec beaucoup plus de pouvoir que nous pensions en avoir et avec un rôle central. Donc on arrive à cette dimension de customer centricity qui est caractéristique aussi de ces environnements digitaux.
Le tout, évidemment, dans un contexte de changement climatique qui s'accélère, ça n'a échappé à personne. Honnêtement, j'ai, en 2004, commencé à dire on va aider nos clients à consommer moins. À l'époque, c'était un peu le pavé d'Alamar. D'abord, j'étais la seule femme à la tête de la société et, je dois dire, la seule femme sur le top 100 de l'entreprise. Et donc, à cette époque-là, j'étais à des années-lumière de penser que les choses allaient aller aussi vite. On parlait de l'éventualité d'un changement en 2050, en 2100. On sait que malheureusement aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Comme évidemment cette situation s'est accélérée, on se retrouve face à des tensions très importantes. On a tous en tête la fameuse assemblée générale de ExxonMobil il y a 2 ans, où les investisseurs, donc des collègues à vous certainement, ont dit, et pas les moindres, BlackRock, ont dit à ExxonMobil, écoutez, soit vous nous dites ce que vous allez faire face au scénario de réchauffement climatique, soit ça va mal se passer. Et aujourd'hui, on sait que cette résolution a été adoptée. Évidemment, ce monde-là, c'est le monde qui consiste aussi à voir apparaître plein de nouvelles opportunités et de nouveaux business models. C'est le monde dont Emmanuel Macron a parlé à Trump en disant « Make our planet great again ». Et c'est dans ce monde-là, finalement, que j'ai créé Économie d'énergie, donc il y a maintenant 7 ans. Alors, autant vous dire qu'à l'époque, j'avais la moitié de mes amis qui me disaient « mais c'est génial de créer une start-up » et l'autre moitié qui se disait « ça y est, elle a complètement sombré dans la folie la plus grande ». D'ailleurs, avec le recul, je pense que je ne referai pas ça tous les jours, mais bon, voilà. Aujourd'hui, Économie d'énergie, on est passé de 10 à 200 personnes. C'est une plateforme de plateformes, puisque nous avons conçu et nous animons 83 plateformes aux côtés des plus grands noms. Donc, c'est évidemment une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique. Et quand on me demande un peu plus de détails, je réponds, c'est une DISCO, parce qu'on a souvent parlé de ESCO, des Energy and Service Company, mais en fait, ça s'adresse à un tout petit segment de l'industrie. Et la DISCO, ça nous concerne tous, c'est une Digital Energy Efficiency Environment Service and Solution Company. Et donc, on adresse l'ensemble des questions que va se poser un client utilisateur face à son énergie. On a parité, évidemment, homme-femme absolue. Je surveille ça religieusement tous les mois. 32 ans de moyenne d'âge, ce qui me donne un grand espoir sur le futur, parce qu'on voit vraiment que la nouvelle génération est attentive à cette nouvelle économie, à cette nouvelle donne. Et puis, je dirais que finalement, Économie d'énergie, que j'ai toujours pas financée d'ailleurs, mais l'accélération de la croissance et des opportunités font que, voilà, à certains moments, ça sera le cas. Et Économie d'énergie, au fond, c'est un exemple parmi plein d'autres. Et tous les ans, je regarde un petit peu tout ce qui se passe, et c'est vrai qu'on voit émerger plein de secteurs qui sont extrêmement importants. J'ai mis ce qui me paraissait les plus notables sur ce document. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'aucune initiative, finalement, ne vient s'opposer à d'autres. Parce que dans l'accélération dont vous avez parlé, tout compte et tout peut être mis en équation. Et donc, ça nous évite des discussions qu'on avait beaucoup l'habitude d'avoir en disant « oui, mais mon idée est meilleure que la tienne ». Alors peut-être qu'à un moment donné, on trouvera l'énergie idéale, mais pour le moment, malheureusement, on ne l'a pas. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces initiatives qu'il faut faire vivre en fonction des territoires, en fonction des circonstances, en fonction des types de marchés, des maturités, des niveaux de consommation. Il y a X critères. Et je dirais que tout ça est extrêmement porteur d'espoir parce qu'aujourd'hui, vous savez, je m'adresse à vous et c'est une grande fierté pour moi parce que je crois que se réinventer, c'est une des choses les plus difficiles que l'on puisse être amené à faire parce que c'est pas rassurant et on doit oublier tout ce que l'on a appris hier, désapprendre. Mais en même temps, je crois qu'on a une magnifique aventure devant nous à construire ce monde post-carbone. Et c'est un monde où finalement l'écologie ne rime plus du tout avec la décroissance, bien au contraire. C'est un monde où on a le défi de montrer que le capitalisme peut être durable, qu'il peut y avoir des investissements responsables et que l'on peut transformer finalement dans les 20 ans qui nous restent la donne pour
imaginer que la vie humaine pourra perdurer sur notre planète, parce qu'elle existe peut-être ailleurs, mais pour le moment, c'est le seul exemple que nous connaissons, et je crois que ce jeu-là en vaut vraiment la chandelle. Voilà, merci à tous. Merci Myriam, merci pour ce discours plein de dynamisme, reflet d'une femme très dynamique aussi, parce qu'on la remercie tout particulièrement, parce qu'elle est de retour juste de Monaco, et avant elle était en Asie, donc on craignait un petit peu les horaires, donc merci beaucoup Myriam. Et merci parce que ça donne envie de se réinventer en effet, et de plonger dans cette aventure très positive. Alors j'en profite pour vous faire aussi un petit coup de pub, parce que vous êtes aussi présidente de la fondation E5T. Donc alors, E5T, économie d'énergie, non, énergie, efficacité énergétique, économie d'énergie et territoire. Voilà, donc les prochaines universités d'été auront lieu les 29 et 30 août à La Rochelle. Donc à mon avis, c'est une source d'inspiration très forte aussi pour décarboner nos investissements et peut-être financer des entreprises comme la vôtre. Exactement.